qu'en France porte une responsabilité première, majeure, pour ne pas dire absolue. Expliquez-moi un petit peu ça. Oui, je crois que les décisions qui se prennent quand on engage l'armée qui est faite, qui est le bras un peu séculier de la nation, quand on engage l'armée à travers des décisions politiques, c'est que cette politique a un sens, a une valeur, a des objectifs. Je pense que lorsque la guerre d'Algérie, puisqu'on peut l'appeler ainsi maintenant depuis 2 ans, lorsque la guerre d'Algérie a été engagée par les gouvernements de la France et maintenue pendant des années par les gouvernements de la France, cette guerre d'Algérie était déjà inadmissible. On savait très bien que depuis des décennies, la France passait son temps à mentir en Algérie et à mentir aux Algériens. L'Algérien n'était pas un citoyen français et était un sous-produit d'humanité. Ce n'est pas l'honneur de la France. La guerre d'Algérie a un peu plus de 2 ans. Quand je découvre cette photo à la rédaction du mensuel Réalité, où je suis un jeune reporter photographe de 18 ans. Les tortionnaires sont des appelés, des soldats à peine plus âgés que moi. La photo ne sera pas publiée. Autour de moi, je parle de cette photo. On ne me croit pas. En France, c'est l'insouciance et la découverte du monde de la consommation. Rien dans les rues ne laisse imaginer que la France est en guerre en Algérie. D'ailleurs, on ne dit pas la guerre, mais les événements d'Algérie. Que se passe-t-il pour que des jeunes gens comme moi soient livrés seuls à des problèmes de conscience? Quelle est cette démocratie qui permet les pires violations des droits de l'homme en Algérie? En ce début de la 3e année de guerre, l'armée n'a pu venir à bout des Algériens du FLN, qui luttent pour leur indépendance. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet, élu sur une promesse de paix, a cédé aux ultras de l'Algérie française et a envoyé 400 000 hommes faire la pacification. Les soins à la population, les efforts de scolarisation vont de pair avec une répression atroce. Arrestations massives, torture, exécutions sommaires. Les militaires ne veulent pas revivre l'humiliation de la perte de l'Indochine. Pour eux, la rébellion algérienne est suscitée par le communisme international. Ils se doivent de gagner cette guerre à tout prix, jusqu'à saboter des chances de paix. Pour mettre fin à des contacts secrets entre le gouvernement et le FLN, l'armée n'a pas hésité le 22 octobre 1956 à détourner l'avion des leaders algériens et mettre le président du Conseil, Guy Mollet, devant le fait accompli. Guy Mollet, manifestement, il a été estomaqué, il a blêmi, il a compris dans quelle situation on le mettait. Il n'était donc pas dans le coup. Guy Mollet est victime de l'ambiguïté de sa politique. En 1956, il a fait voter les pouvoirs spéciaux
qui ont permis aux militaires de ne pas s'encombrer des garanties juridiques de liberté individuelle. Mais il a aussi entrepris des négociations secrètes avec le FLN. Cette guerre a duré 6 ans de plus par entêtement du côté de la France, de l'armée notamment. Et aussi de la faiblesse du gouvernement français, des gouvernements français, n'est-ce pas? Janvier 1957. La guerre vient de gagner la ville d'Alger. Des bombes du FLN explosent dans des lieux publics en réponse aux exécutions capitales des militants algériens. Pour éradiquer le terrorisme urbain, le général Massu reçoit tous les pouvoirs de police de Robert Lacoste, le ministre résident. Cette décision marque l'abandon du pouvoir civil aux militaires et aura de graves conséquences pour toute la guerre. Commence alors ce qu'on nommera la bataille d'Alger. Le général Massu donne l'ordre à ses parachutistes de se substituer aux policiers. Le quadrillage des quartiers, le renseignement et la torture deviennent les armes des paras. La torture s'officialise. Seul, parmi les officiers supérieurs, le général Jacques-Paris de Bollardière s'oppose publiquement aux directives de Massu. Simone de Bollardière, votre mari, le général de Bollardière, a refusé d'accepter qu'on puisse torturer. Il l'a fait savoir. Et dans un premier temps, il a été condamné à 60 jours d'arrêt de forteresse. Ça s'est passé dans une grande solitude. On a appris ça, j'étais chez mon père. Mon père était d'accord avec ce qui se passait quand on lui a expliqué. Donc Jacques était en forteresse. Pour le voir, je ne suis allée le voir que 2 fois avec des permissions. Maintenant, de soutien de l'armée, non, certainement pas. Aucun. J'essaie de réfléchir pourquoi tous ces gens qui se prétendent justement des grands catholiques, des bons catholiques, qui vont à la messe tous les dimanches, qui feraient pas de mal à une mouche, qui sont gentils avec leurs petits-enfants, pourquoi ils n'ont pas suivi mon mari? Et je me dis, c'est la carrière. S'il y a un mot qui ici n'a jamais été prononcé, c'est moi qui le dis, c'est le mot carrière. Mon mari ne s'est jamais occupé de sa carrière. Pour lui, c'était inexistant. Il vivait. Voilà. Il y a 30 ans, j'avais consacré un film au général Jacques-Paris de Bollardière qui plaçait la morale au-dessus des ordres. Ce film, vu à l'étranger, ne sera jamais vu en France, alors que ce compagnon de la libération incarnait la France de la Déclaration des droits de l'homme. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de la hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. Pratiquement, je n'étais qu'un exécutant. Cet excellent Bollardière m'a pris un parti comme si j'étais le promoteur de cette politique, mais c'est absolument inexact, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un exécutant, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes chefs. C'est en réalité le terrorisme, surtout le terrorisme urbain, qui nous a amenés à, si vous voulez, à sortir de la légalité, et à sortir même à employer des procédés que je n'approuve pas du tout, mais que j'ai considéré à ce moment-là, exceptionnellement, comme, dans certains cas, nécessaires. Ça, je le reconnais parfaitement, c'est pour ça que dans mon livre, je ne m'en suis pas caché. Bollardière m'a dit que c'était inadmissible. Hein, qu'est-ce que vous voulez? De temps en temps, il faut se salir les mains. Nous les sommes salis sans doute, mais nous avons quand même, je crois, évité beaucoup plus de sang encore. La Villa Cézini est un des centres d'interrogatoire, d'humiliation. Avant la bataille d'Alger, des officiers prenaient l'initiative eux-mêmes de torturer. Désormais, c'est le ministre résident Robert Lacoste qui l'autorise. C'est lui qui ordonne au général de Bollardière de ne pas s'opposer aux pratiques des paras. Nous sommes là avec Bollardière, encore une fois un homme respectable,
dans le domaine de la foi. Et vous m'y ferez pas pénétrer. Ce n'est pas mon domaine. C'est un domaine que je respecte. Mais c'est pas mon domaine lorsque j'agis comme chargé d'exécuter une politique nationale. Une jeune avocate qui défend des militants algériens ne peut croire qu'un ministre socialiste couvre les militaires. Vous avez pensé qu'il serait bon de rencontrer M. Robert Lacoste? Oui, parce que j'avais des illusions. Et donc je demande à le voir, il me reçoit tout de suite. Je lui explique, écoutez, je viens vous voir, c'était abominable. Et je lui dis comme si nous étions déjà complices. C'est abominable ce que fait l'armée au nom de la France. Vous vous rendez compte, regardez Et avant que j'ai eu fini, il était assez gros, il faisait très chaud, il était tout rouge, vraiment, la chemise qui collait de transpiration sur lui. Il me dit, quoi cela ? Mais ça, c'est une vermine, ce sont des brigands. Qu'est-ce que c'est ? C'est une poignée, c'est à cause de vous que ça existe, tout ça. Vous, les intellectuels, à Paris, vous, le Nouvel Observateur, Claude Bourdet, Martinet, c'est vous qui fichez le bordel ici. Autrement, cela, tout de suite, on les éliminerait. Puis il se lève et il me fait avec son pied, moi, je les écraserai tous comme des serpents. Et je veux dire, j'ai été tellement saisie que je me suis dit, c'est pas possible. Je me disais, mais comment ? Mais c'était un cauchemar qu'on soit là, quelqu'un qui venait de la gauche, qui était de gauche. J'ai remballé mes dossiers et je suis partie. Vouloir écraser les Algériens comme des serpents n'a pas été efficace sur le strict plan militaire. Pour le commandant Siyazdine, le général de Bollardière, qui avait su établir un dialogue avec les villageois, rendait difficile le ralliement de la population au FLN. Nous avons considéré déjà à l'époque qu'il était beaucoup plus dangereux que Bijard, Massu, les Argoux, les Godard et consorts. Parce que les autres contribuaient à renforcer nos rangs par la répression. Par la répression, il contribuait à renforcer les rangs de l'ALN et du FLN. Tandis que Paris de Bollardière, avec son intelligence, avec son humanisme ou avec les valeurs qu'il cultivait de l'armée française et tout ça, qui ne faisait pas la torture, il nous faisait du mal. Il était dangereux pour nous. Il était très, très dangereux pour nous. Il ne faut pas oublier que c'était un général le plus décoré à l'époque. Pour moi, du plan moral, c'était absolument inacceptable, car ça nous emmenait exactement à ce que les nazis avaient fait et avaient prétendu faire dans tous les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre européenne. Et ensuite, je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans. Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place. Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Comme de Bollardière, Paul Tedjen, le secrétaire général de la préfecture de police, démissionne pendant la bataille d'Alger. Il a constaté la disparition de plus de 3000 prisonniers. Cet ancien résistant, torturé et déporté, déclare « Nous sommes bel et bien engagés dans une systématisation de la torture. Nous avons commis des crimes de guerre. »